tout d'abord, on aimerait remercier les gens qui organisent ce cycle de conférences pour nous permettre de parler des mathématiques de l'arc-en-ciel. Et on aimerait aussi vous remercier pour être tous présents là aujourd'hui, pour nous écouter. C'est très gentil. Et on va essayer de vous expliquer un peu ça. Alors, on est tous les deux maîtres de conférences au laboratoire de mathématiques de Chambéry, de l'Université de Savoie. On est dans deux équipes différentes. Donc, Marguerite est en analyse, moi je suis en géométrie. Et ce thème-là va nous permettre un peu de vous montrer nos thématiques de recherche, en un certain sens. Donc, je t'en prie. Alors, donc on part d'une citation d'Henri Poincaré, donc c'est un mathématicien du 19e, 20e siècle. Et donc, c'est un géomètre qui est connu, vous avez dû déjà en entendre parler. Et cette citation, elle nous plaisait bien. Donc, je vous la lis. On fait la science avec des faits, comme on fait une maison avec des pierres. Mais une accumulation de faits n'est pas plus une science qu'un tas de pierres n'est une maison. Alors, pourquoi on a choisi cette citation? Parce qu'en fait, ce qu'on veut vous dire, c'est qu'on peut, grâce à des faits, donc en se basant sur l'arc-en-ciel, on peut, en regardant l'arc-en-ciel, on peut voir plusieurs choses qu'on va regarder tout à l'heure sur des photos, un arc, deux arcs, un cercle, pas un cercle, ce genre de questions. Et donc, on peut poser des questions. Mais ça ne suffit pas. Ça suffit pas, les questions ne suffisent pas. Et ce n'est pas parce que vous voyez quelque chose que c'est forcément vrai. Hein, les mirages, typiquement, voilà, c'est pas vrai. Donc, ça ne suffit pas d'avoir des faits, ça ne suffit pas de dire ça va marcher. Pour que ça marche, c'est une science, c'est basé évidemment sur ce qu'on voit, ça nous aide, mais ça nous permet pas de tout faire. Hein. On ne peut pas faire une maison qu'avec des pierres. Il faut plus fort. Il faut avoir des pierres pour faire une maison, mais il faut aussi du béton. Du béton. Voilà. Donc il faut des théorèmes pour faire des sciences, par exemple. C'est ça qu'on voulait dire. Alors si on se ramène au plan, donc on va vous parler donc d'arc-en-ciel évidemment, avec des photos. D'où vient l'arc-en-ciel? Qu'est-ce que c'est que la réflexion, la réfraction? Qu'est-ce que c'est que certains termes mathématiques, donc comme les caustiques par exemple? Donc il va y avoir il va y avoir de la géométrie, il va y avoir de la trigonométrie. Et puis après, on voudrait aussi vous parler de la recherche en mathématiques, avec des applications sur l'arc-en-ciel. Donc vous expliquer notre vision de la recherche et qu'est-ce que c'est que des publications, des conjectures, des hypothèses, des réciproques, toujours en application avec l'arc-en-ciel par exemple. Et l'arc-en-ciel, c'est lié à la lumière, c'est lié aux ondes, et donc c'est pour ça qu'à la fin, on parlera aussi des équations des ondes. Alors tout de suite, qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez les photos d'arc-en-ciel, vous en avez vu donc sur Chambéry, des photos prises par Michel, vous reconnaissez l'arc-en-ciel, vous reconnaissez les couleurs. Donc c'est ce qu'on va essayer de vous expliquer, pourquoi il y a ces couleurs, pourquoi c'est des arcs. Pourquoi ça peut apparaître quand il y a du soleil? Évidemment, vous savez que c'est quand il y a de la pluie. Est-ce que ça apparaît le matin, le soir, à midi? Est-ce qu'il va y avoir plein de questions là-dessus? Et puis il y a d'autres arcs-en-ciel que vous allez voir aussi. Vous pouvez en voir deux. Alors, je ne sais pas si vous voyez le deuxième, il y en a un qui est assez net. Et en fait, il y a un deuxième arc qui est au-dessus. Donc ça veut dire que vous pouvez aussi voir deux arcs. Est-ce qu'on peut en voir plus? Est-ce qu'on peut en avoir des entiers? Donc ça sera des questions que peut-être vous vous êtes déjà posées et vous aurez peut-être la solution. Et par exemple, là, on voit un bel deux arcs. Alors c'est une vraie photo et on voit aussi ce qu'on appelle la bande sombre, d'accord, la bande d'Alexandre qui est entre les deux arcs-en-ciel. Donc c'est des choses qu'on peut voir. Et puis au milieu de l'exposé, on verra encore d'autres choses beaucoup plus belles. Les questions, c'est toujours moi? Oui. Alors, pourquoi est-ce qu'on voit un arc? Pourquoi est-ce qu'on voit deux arcs? Pourquoi les couleurs sont-elles séparées? Pourquoi les couleurs du deuxième arc sont-elles inversées? Donc ça, j'espère que c'est des questions que vous êtes toujours déjà posées. Pourquoi cette bande sombre? Pourquoi est-ce qu'elle apparaît? Pourquoi il n'y a pas d'arc-en-ciel le midi? Si on se place de l'autre côté de l'arc, est-ce qu'on voit la même chose? Si on se déplace, est-ce qu'on voit la même chose? Et puis la question que tout le monde aime bien se poser aussi, même les enfants, c'est si on marche au pied de l'arc, qu'est-ce qui se produit? Est-ce qu'on voit quelque chose? Est-ce que c'est possible de l'atteindre? Et pourquoi les arcs sont-ils plus grands le soir ou le matin? Donc évidemment, il y en a plein d'autres des questions, mais celle-ci, on va pouvoir y répondre au fur et à mesure. Et si vous en avez d'autres, peut-être qu'on pourra y répondre, je ne sais pas. On a précisé, j'ai oublié de le dire, qu'on était deux mathématiciens dans des domaines différents, mais bon, les maths, c'est des maths, donc c'est quand même des domaines qui sont ensemble, mais on n'est pas des physiciens. Donc ne nous en voulez pas, et voilà, s'il y a des physiciens dans la salle et qui veulent intervenir, rectifier, corriger, c'est tout à fait possible.
Alors, encore moi, Aristote. Donc, pareil, c'est des questions que vous vous êtes posées. Donc, il ne suffit pas d'être mathématicien, d'être chercheur pour se poser des questions. Et déjà, dans des siècles bien précédents, il y avait déjà des traces écrites sur ces arcs-en-ciel. Donc, Aristote, avant Jésus-Christ, qui disait « Quant à l'arc-en-ciel, jamais une forme d'arc de cercle complet. » Donc, voilà, ni de segment plus grand qu'un demi-cercle. C'est au lever et au coucher du soleil que le segment est le plus grand. Il n'y a jamais plus de 2 arcs de cercle en même temps. Chacun a 2, alors 3 couleurs. Les couleurs sont les mêmes dans l'un et dans l'autre, mais dans l'arc extérieur, elles sont plus faibles et leurs positions sont inversées. Alors, il y a quelque chose que je voulais dire, c'est n'hésitez pas à lire, et à lire un petit peu dans tous les domaines. Ce n'est pas parce que vous faites de la recherche en maths qu'il faut vous arrêter à des livres de maths. Lisez aussi de la philosophie, même si ça vous paraît loin. Mais voilà, et cherchez aussi, pas que dans notre siècle, allez rechercher, il y avait déjà plein de choses écrites. Alors, certes, c'est que des choses vues, il ne décrit pas pourquoi, mais je trouve que des fois, ben voilà, ça vaut le coup juste de lire et pas forcément qu'une matière qu'on aime bien. Ne restez pas que sur une seule matière. Ok. Donc on va, avant de commencer à expliquer, à donner un modèle mathématique très simple de l'arc-en-ciel, il faut déjà se poser la question des rayons lumineux. La première chose à comprendre, c'est la nature des rayons. Alors, j'ai fait un petit historique. Donc en fait, il manque déjà une première ligne, c'est avant Empédocle, avant moins 490 avant Jésus-Christ, il y avait les pythagoriciens qui n'avaient pas en tête la notion de rayons lumineux, mais ils voyaient plutôt ça comme des rayons visuels. C'est-à-dire que les yeux émettent des rayons. Et pour eux, la meilleure preuve de cette émission, c'était de regarder un chat la nuit et d'observer qu'ils avaient les yeux en forme de phare. Donc ils pensaient vraiment qu'il y avait des rayons qui étaient émis par les yeux. Alors il a fallu attendre un peu plus tard, donc moins 490 avant Jésus-Christ, avec les atomistes, dont Empédocle est représentant, pour comprendre que, pour émettre l'idée que les rayons sont émis avant tout par les objets et on les intercepte ensuite. Alors un peu plus tard, même beaucoup plus tard, au Xe siècle, donc si je fais un bond ici, au Xe siècle, Alhazen, qui est considéré comme le père de l'optique moderne, a donné l'idée que les rayons sont émis par des sources lumineuses. Okay, et ensuite, ces rayons émis par les sources sont réfléchis puis réfractés par les objets, et ensuite notre œil les intercepte. Voilà. Donc, on va faire une hypothèse, on va faire beaucoup d'hypothèses dans cet exposé, et la première hypothèse, c'est que les rayons qui sont issus du Soleil arrivent sur la Terre tous parallèles. Alors, en fait, quand vous y réfléchissez, c'est une hypothèse qui est assez naturelle au sens où la Terre est extrêmement éloignée du Soleil. Donc si vous regardez la quantité de lumière qu'on reçoit du Soleil, elle est quasiment infime par rapport à ce qu'il émet. D'accord ? Donc si on parle en termes d'angle solide, l'angle solide est extrêmement petit. Donc les rayons, on peut considérer qu'ils arrivent tous parallèles. Pourtant, quand vous regardez ce type de photo ici, et vous avez tous vu ça, ne serait-ce que depuis votre fenêtre, ou dans un train quand vous parcourez la France, vous avez l'impression que ces rayons ici sont concourants. Et on a l'impression qu'ils sont concourants et que le point de concurrence n'est pas très loin. Enfin, si on regarde, si on prolonge les traits, on a l'impression que le point de concours est ici. Alors, ça semble complètement contre-intuitif avec l'hypothèse que les rayons sont naturels, sont parallèles. Alors en fait, c'est un simple... l'explication est assez simple. C'est un phénomène de perspective. Donc c'est l'analogue, vous mettez entre deux rails, okay, deux rails parallèles, et vous regardez au loin, à l'horizon, vous avez l'impression que ces deux rails sont concourants. C'est exactement le même phénomène qui est ici, et on peut l'expliquer de cette manière-là. Donc vous êtes observateur, vous avez les rayons qui arrivent tous parallèles, ici, et puis vous regardez un rayon, comme ça. Puis vous imaginez que vous avez un plan devant vous. Pensez à un peintre, par exemple. Un peintre qui a sa toile devant lui et qui dessine ce qu'il est en train de voir. Pensez que vous avez un peintre. Vous êtes en train de regarder par la fenêtre. Eh bien, en fait, quand vous regardez l'intersection, vous prenez un point du rayon, ici, vous regardez l'intersection du segment œil-point avec le plan, ben vous obtenez un point ici. Et si vous faites bouger le point sur le rayon, ici, ben votre point de concours, là, il va bouger. Si vous prenez une deuxième droite parallèle,
un deuxième rayon, vous faites la même construction, vous obtenez un deuxième point qui va bouger sur un autre segment. Ces deux segments sont concurrents. Alors, on a fait une petite application avec GeoGebra. Voilà, pour vous montrer. Alors, problème. Voilà, donc là j'ai mon point P, ici, vous voyez, et quand je le fais bouger, là je regarde le rayon en fait. Donc quand je le fais bouger, vous pouvez observer que ce rayon parcourt la droite et que son collègue qui est juste en face parcourt aussi la droite. Et donc quand vous regardez vers l'infini, vous voyez, bon, là on sort du cadre. Quand vous allez vers l'infini, eh bien les deux points tendent vers le point d'intersection qui est ici et qui est en fait l'intersection de la droite qui passe par l'œil et qui a pour direction la direction des rayons. Donc ce n'est pas contre-intuitif. Bien que sur la photo, on a l'impression que ça n'est pas vrai. Alors on va revenir au... Voilà. Voilà. Alors, bon. Donc là, on a parlé des rayons, donc on va faire l'hypothèse qu'ils sont tous parallèles. Et maintenant, on va parler d'optique géométrique. Donc les plus vieilles traces qu'on a d'optique géométrique, c'est dans les traités d'Euclide. Donc c'est du moins 280 avant Jésus-Christ, dans son traité sur l'optique. Et la première loi qui va nous intéresser, c'est la loi de la réflexion. Donc vous imaginez un rayon incident sur une surface plane, par exemple sur un miroir. Ce rayon va se réfléchir. Il ne se réfléchit pas n'importe comment. Il y a une loi sur les angles qui doit être respectée. Donc ici, alors je sais pas où est le... Voilà. Là vous avez votre rayon incident, là vous avez la surface plane, là que j'ai noté T. Alors, le point d'impact, on l'appelle O, et vous regardez la perpendiculaire au plan T, là, ici. Donc, c'est ce qu'on appelle la normale. Alors, le rayon réfléchi, qui est là, qui est OB, va former le même angle avec la normale que le rayon incident. Donc, vous avez une conservation des angles, ce qui est très important. Alors maintenant, dans la vie, vous n'avez pas simplement des surfaces planes, vous avez des surfaces qui ont une espèce de qui ont une courbure, comme par exemple une sphère. Donc, la loi est la même, simplement, vous allez avoir... vous allez appliquer le raisonnement précédent au plan tangent à la surface. Donc une question qui pourrait être intéressante, question de recherche, question ouverte pour nous. Vous prenez une surface qui est singulière, par exemple un pic, et vous voulez comprendre la réflexion d'un rayon sur le sommet du pic. Là, c'est une question qu'on peut se poser. Mais on ne va pas y répondre aujourd'hui. Voilà. Alors, donc il y a une autre notion qu'on va mettre en évidence, c'est la notion de caustique. Donc vous considérez un contour, et puis vous considérez un faisceau de rayons parallèles. Alors par exemple, vous prenez une parabole. Vous prenez la parabole qui est ici, et vous supposez que le faisceau de rayons parallèles est parallèle à l'axe de la parabole. Alors vous pouvez vérifier, on va vous montrer une animation, que les rayons se réfléchissent en suivant la loi que j'ai expliquée tout à l'heure, et les rayons réfléchis vont tous s'intersecter en un point qu'on appelle le foyer. Alors ça marche que si vos rayons incidents sont parallèles à l'axe de la parabole. Si vous prenez des rayons incidents qui ne sont pas parallèles à l'axe de la parabole, vous n'allez pas obtenir une intersection de tous les rayons réfléchis en un point. Okay. Alors, ça, c'est un phénomène qui est bien compris depuis très longtemps. Hein, donc c'est compris avant Jésus-Christ. Et ça vous explique l'utilisation dans les antennes paraboliques. D'accord ? Voilà, donc ce point-là, c'est ce qu'on appelle un foyer. Et l'accumulation de lumière que vous avez ici, c'est ce qu'on appelle une caustique. Alors on va vous montrer l'application. Caustique parabole. Voilà, alors il faut appuyer sur la flèche en bas. Voilà. Donc là vous avez les rayons qui arrivent, ils se réfléchissent, vous voyez, et les points de réflexion passent tous par le foyer. Voilà, on peut arrêter. Alors, je vais vous donner un deuxième exemple de caustique, qui est une caustique que vous pouvez observer chez vous. C'est la caustique de la tasse à café. Donc, quand vous prenez une tasse à café, alors on ne voit peut-être pas trop sur la figure ici, mais ici, vous voyez un cœur qui est dessiné. Donc, chez vous, vous prenez une tasse, qu'elle soit pleine ou pas pleine, hein, ce n'est pas important, vous la mettez sous une lumière et vous allez voir apparaître un cœur. Donc ça marche aussi sur une casserole.
Il faut une surface qui soit cylindrique, okay, qui a un fond, et vous allez obtenir ce cœur-là. Alors, c'est simplement, prenez un faisceau de rayons parallèles, comme ça. Les points de contact sont sur le contour ici, qui est un cercle, et les rayons réfléchis vont tous s'intersecter le long d'une courbe qui est en fait une néphroïde. Alors, ce n'est pas vraiment un cœur, c'est plutôt la forme d'un rein, mais bon, c'est plus joli de dire que c'est un cœur. Et ici, vous avez un point particulier qui est un point singulier. D'accord ? Donc, une question qu'on peut se poser, hein, toujours dans la lignée de... Quelles sont les questions qu'on peut se poser quand on fait de la recherche? Je prends un contour quelconque, j'envoie un faisceau de rayons parallèle, qu'est-ce que j'obtiens comme caustique? Quelles sont les courbes qu'on obtient? Quelles sont les singularités qu'on peut obtenir? Donc là, vous avez un exemple très joli que vous pouvez vérifier chez vous. Alors, on a fait aussi une animation pour vous montrer ça, caustic TAS. Ah, par contre, il va falloir voilà, et le lever encore. Voilà. Ah non, non. Ah, j'ai fait une bêtise. Non, si c'est bon. Ah, il va plus être... Ouais, ça va pas marcher. On peut essayer. Bon, on vous montrera l'animation après. On va pas perdre de temps avec ça. Ouais. À la fin de l'exposé. Voilà, donc c'est à toi. Oui. C'est bon, ça marche. Alors, quand votre rayon il arrive sur votre rayon lumineux, il arrive sur une plaque transparente, il est soit, enfin, il a les deux possibilités. Donc, il est réfléchi, d'accord. Donc, il arrive avec un angle petit i, l'angle en rouge, et il a deux trajets. Il passe à travers la plaque transparente, où il est réfléchi. Donc, il est réfléchi avec l'angle i, l'angle vert, donc c'est le même angle. En revanche, il ressort de la plaque transparente de l'autre côté avec un angle petit r. D'accord ? Donc, ce n'est pas le même angle entre I et R, entre l'angle qui est incident et l'angle réfléchi. Donc là, on va voir tout à l'heure, enfin, le transparent suivant, une relation entre I et R. D'accord ? Alors, qu'est-ce qui se produit ? Il se produit que, par exemple, la lumière blanche, puisque ce qui nous intéresse, c'est le soleil, c'est quand même la lumière, quand elle apparaît, quand cette lumière blanche passe, elle est blanche, mais en fait, elle a plusieurs couleurs à l'intérieur. La lumière, on dit blanche, mais en fait, il y a plusieurs rayons de différentes couleurs. Et ce qui fait que quand elle ressort de la plaque, elle ressort avec différents angles en fonction de la couleur. D'accord ? Donc, le rouge, le vert, le jaune ne vont pas ressortir avec le même angle. D'accord ? C'est ce qui vous explique, en fait, les différentes couleurs que vous voyez dans l'arc-en-ciel. Donc, voilà, quand on change de couleur, le rayon réfracté change, c'est ce qui est indiqué. Alors, je vous donne tout de suite ici donc, la relation entre ces deux angles, l'angle I, donc l'angle sur lequel apparaît la plaque, et l'angle R qui ressort. Donc, la relation, c'est sinus I égale N sinus R. Donc, cette relation, elle date de Snell-Descartes, donc dans les années 1600, indépendamment. Ils ont retrouvé cette relation, donc, qui est reliée par N. Donc, N, c'est quoi? C'est la fraction entre C et V. Donc, C, c'est la vitesse de la lumière dans le vide. Tout à l'heure, on verra... c'est une vitesse de référence, en fait. Hein. Le petit c, vous le connaissez dans vos cours. Et donc, V, c'est la vitesse de propagation du rayon dans le liquide. Alors, le V, il dépend de la couleur du rayon, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si c'est rouge, vert, jaune, vous n'aurez pas le même N. Évidemment, vous n'aurez pas non plus la même chose en fonction où vous êtes. Alors, on peut voir cette relation de façon géométrique. Alors, si vous vous rappelez, sinus I, c'est la fraction entre le côté opposé sur l'hypoténuse. D'accord ? Le cosinus, c'est le côté à côté, enfin le côté de l'angle, et pour le sinus, c'est le côté opposé. Donc, par exemple, si on prend un cercle, le sinus I, donc l'angle en vert, le sinus, c'est le côté opposé, donc on appelle AI, sur le côté sur AO, d'accord, sur l'hypoténuse, merci. Au moins vous suivez, c'est bien. Pareil pour sinus R, donc sinus R c'est le côté opposé, JB, sur l'hypoténuse, qui est OB. Ici on a pris un cercle de rayon 1, donc les hypoténuses OA et OB, ils sont égaux à 1. Donc sinus I finalement c'est juste AI et sinus R c'est juste JB.
Donc si on réécrit la formule de Snell-Descartes, sinus i égale n sinus r, c'est équivalent, donc c'est la même chose, hein, avec AI égale NJB. Donc si on divise par JB, on voit que AI sur JB, ça donne N. D'accord? Donc c'est l'interprétation géométrique, je pense que ça vous rappelle le collège. Alors, donc, alors, évidemment, on a parlé du prisme. Alors, je vais vous parler du prisme, c'est ce qu'on vous disait, c'est que l'angle incident, quand il se réfléchit, voilà, je vois les sourires, ça fait plaisir. Je les voyais moi sur le triangle. Donc, c'est un album, donc c'est l'album de Pink Floyd qui reprenait le prisme et qui, alors, c'est un petit peu exagéré, hein, les couleurs qui ressortent du prisme, elles sont, vous voyez bien qu'elles sont, ils ont mis des couleurs un peu plus voyantes que d'autres, avec des angles qui sont pas tout à fait corrects. Mais ça vous donne une idée du prisme où vous avez une lumière blanche, donc qui est pour vous à gauche, vous avez une lumière blanche qui rentre dans le prisme et qui ressort avec des couleurs différentes. Il y a, alors pour faire un petit peu de pub pour nos amis physiciens, sur le blog de Richard Taillet, vous pouvez, donc un professeur de l'Université de Savoie-Mont-Blanc, je pense qu'il a déjà fait des amphis pour tous, il parle aussi de cet album, hein, d'accord, enfin de cette pochette et du prisme. Voilà, donc l'idée, pour comprendre l'origine de l'arc-en-ciel, c'est de se ramener au prisme, d'accord, et de trouver un phénomène de caustique. Parce que l'arc-en-ciel, bon, c'est un phénomène visuel. C'est quelque chose que vous voyez, qui est remarquable, donc c'est qu'il y a une caustique quelque part, il faut arriver à la trouver. Et la deuxième chose, c'est que quand vous voyez un arc-en-ciel, vous voyez que les couleurs sont séparées, donc il y a quelque chose qui permet de séparer les couleurs. Donc il y a quelque chose qui joue le rôle de prisme. Alors, cette idée a été trouvée indépendamment par Alpha Risley et Thierry de Friedberg au Moyen-Âge. Alors, évidemment, donc, je reviens juste sur ce qu'on vient de dire. Tout à l'heure, vous voyez marqué Newton 1670 pour la décomposition de la lumière avec le prisme. Bon, évidemment, c'était connu avant. Enfin, on n'a pas attendu Newton pour s'apercevoir que, de temps en temps, la lumière était séparée. Et justement, Alpha Risley a pensé que un des moteurs de l'arc-en-ciel, c'était justement que les gouttes d'eau jouent le rôle de prisme. Et ça date du XIIIe siècle. Okay, donc c'est pas du tout... Bon, il y a des gens qui publient, et il y a d'autres qui font simplement des discours oraux. Après, on regarde qui reste à la postérité, mais ces gens-là, y avaient déjà pensé. Alors, on va essayer de creuser cette idée de considérer les gouttes comme des prismes. Donc, on va faire une nouvelle hypothèse, c'est qu'on va considérer les gouttes d'eau comme étant bien rondes. Alors, ce n'est pas une hypothèse aussi complètement irréaliste, au sens où, quand vous avez une goutte qui se déplace dans l'espace, hein, qui est en train de tomber, elle doit vérifier un principe de minimum, hein, d'économie d'énergie, et en particulier, elle va essayer de minimiser toute la surface qu'elle peut obtenir. Okay, donc c'est en ce sens-là que les gouttes sont des sphères. Donc on va faire cette hypothèse et on va faire tous nos raisonnements géométriques là-dessus. Alors vous avez un rayon ici qui est incident. Alors on va supposer que les rayons sont d'une seule couleur pour le moment. Okay, donc vous choisissez la couleur que vous voulez. C'est un rayon qui est donc monochromatique. Et votre rayon, il arrive ici sur la goutte. Donc il a le choix ou bien de se réfracter ou bien de se réfléchir. Alors on va supposer qu'il se réfracte. Donc il rentre dans la goutte. Et vous voyez, il y a un angle ici orange qui est différent de l'angle vert. Hein, c'est la formule qu'on a vue tout à l'heure. Et puis il continue. Alors il continue, donc là il a le choix, ou bien il se réfléchit comme c'est indiqué, ou bien il sort en se réfractant. On va supposer qu'il se réfléchisse. Okay. Ensuite il arrive ici, et là il a le choix, ou bien il continue, ou bien il se réfracte. On va supposer qu'il se réfracte. Okay. Donc les rayons qui donnent accès au premier arc-en-ciel suivent ce chemin-là. D'accord ? Alors maintenant, il y a des choses qu'on va mettre un petit peu en évidence. Déjà, vous voyez, j'ai mis des couleurs, j'ai mis les mêmes couleurs, du orange partout. Ça signifie que les angles sont les mêmes. Alors on va essayer de comprendre ça. Donc cet angle-là est égal à cet angle-là, pour une raison assez simple, c'est qu'on est sur une goutte, donc sur une sphère. Donc ici, vous avez un triangle qui est isocèle. Si vous vous rappelez les cours du collège, quand on a un triangle qui est isocèle, les deux angles ici sont les mêmes. Après, l'angle qui est là est égal à l'angle qui est là. Ces deux angles sont égaux par la formule de la réflexion qu'on a vue tout à l'heure. Et après, encore, on réapplique le raisonnement sur le triangle isocèle pour dire que cet angle-là est égal à cet angle-là.
Et finalement, ici, on a un angle vert qui correspond à l'angle vert par la formule de Snell-Descartes. Ça ne doit pas changer. Donc, on obtient ceci, et il y a un angle qui est primordial pour toute la suite, et qui a été mis en évidence par Descartes, hein, c'est l'idée de Descartes, de dire que cet angle D, qui est l'angle formé par le rayon incident et le rayon émis, va être fondamental pour la suite. Donc on l'appelle D comme angle de déviation. Cet angle D est égal à 4R moins 2I. Alors on peut comprendre ça. Donc vous voyez, je suis en train de faire l'angle entre cette demi-droite et cette demi-droite. Donc je vais dire que c'est l'angle formé par les demi-droites en pointillé, celle-là et celle-là, auquel je retire les deux angles verts. D'où le moins 2i. Je retire les deux angles verts. Et maintenant, il me reste à comprendre ce que c'est que cet angle entre les deux demi-droites. Alors là, c'est encore un théorème du collège. C'est ce qu'on appelle le théorème du cercle inscrit. Ici, vous avez 2R. Donc l'angle qui est là est égal au double, est égal à 4R. Donc, pardon, le théorème de l'angle au centre. C'est le théorème de l'angle au centre. Donc l'angle de déviation, ça va être 4R auquel je retire 2i. Et cette formule-là va nous être utile ensuite quand on va vous montrer le calcul de l'angle de l'arc-en-ciel. Alors, donc maintenant, si on considère la goutte comme prisme, donc vous prenez un rayon incident, prenez des rayons incidents, même incidence, même point d'impact, et vous supposez qu'ils ont des couleurs différentes. Là, j'ai mis bleu et rouge. Donc quand on pénètre dans la goutte, avec la loi qu'on a vue tout à l'heure, les rayons sont séparés. Donc ici, ils sont superposés, mais là, ils sont séparés. Et j'ai mis les angles. Donc pour rouge, c'est 28 degrés,2, pour bleu, c'est 27 degrés,8. Donc ensuite, le rayon fait son chemin, etc. Et quand il ressort, vous observez que les deux rayons sont bien séparés. Et je n'ai pas triché. C'est-à-dire que ce que j'ai mis là, c'est les formules exactes. OK ? Voilà. Donc on continue. Alors maintenant, on va parler de l'acoustique. Donc on a déjà vu que la goutte sépare les rayons. Et maintenant, il faut comprendre d'où vient le phénomène de caustique. Alors ça, c'est un raisonnement qui est dû à Descartes. Donc premièrement, on a dessiné un rayon, mais il y en a une infinité de rayons qui atterrissent sur une goutte. Okay, et donc ils sont tous parallèles, ça c'est notre hypothèse. Mais vous voyez, quand ils arrivent sur la goutte, ils ont tous, à cause de la courbure, un angle différent. Donc vous voyez, ce rayon-là, il a un angle nul, avec la normale à la goutte. Par contre, l'angle qui est ici, le rayon qui arrive ici, a un angle égal à 90 degrés. Et entre, vous voyez que l'angle grossit. Donc, on a un phénomène qui dépend de la position du point. Et ça va engendrer quelque chose de très important. C'est que l'angle de déviation qui est ici, qui dépend de la position du point qui est là, varie. Et Descartes a compris que cet angle de déviation admettait un maximum. Alors, on va vous montrer ça sur une animation. C'est une goutte. C'est celui-là. Alors, je peux le modifier. Non, c'est pas grave. Alors, le problème, c'est que... Bon, là, vous voyez. OK. Donc, on voit ça. Alors, je vais bouger le point. Vous voyez, donc la figure bouge. Donc, on bouge le point comme ça. Alors, vous allez observer l'angle bleu. D'accord? Donc, vous observez l'angle bleu, l'angle de déviation, et je vais faire bouger le point sur la goutte. Donc, vous voyez, l'angle augmente. Il augmente, 40 degrés, 41, 42,03, et puis il diminue, 42, 41. OK? Donc, on a ici un phénomène, on a ici un phénomène où notre fonction angle de déviation admet un maximum. Ça croît et puis ça diminue. C'est la présence de ce maximum qui va entraîner le phénomène de caustique. Alors on peut comprendre ça. Vous imaginez que vous êtes sur une colline. Je dis bien une colline. Je ne dis pas un sommet très, très pointu. Je dis que vous êtes sur une colline. Donc quand vous êtes au sommet d'une colline, vous voyez que votre altitude ne bouge pas beaucoup. Vous vous déplacez et l'altitude ne bouge pas. Quand vous êtes sur un sommet très pointu, si vous vous déplacez, vous tombez. D'accord? Mais si vous êtes sur quelque chose de très lisse, comme le sommet d'une colline, quand vous vous déplacez, vous ne bougez pas. C'est exactement ce qui se passe ici. La fonction d est extrêmement régulière. On dit qu'elle est dérivable, pour ceux qui connaissent les dérivés. Et elle admet un maximum, comme on a vu ici, autour de 42 degrés. Et quand vous êtes au voisinage de ce maximum-là, les choses ne vont pas varier.
Conséquence de ça, les rayons qui vont être émis pour des points d'impact proches de là où le maximum est réalisé vont quasiment se superposer. Alors que si vous êtes beaucoup plus loin, si votre point d'impact est par exemple ici ou ici, donc là le i est optimal, j'ai fait le dessin pour ça, mais si vous êtes par exemple ici ou ici, l'angle de déviation d va bouger, et la conséquence de ça, c'est que les rayons émis ne vont pas pouvoir, vont être vraiment très différents et ne vont pas se superposer. Donc, je résume, si vous avez des rayons qui arrivent très proches ici, les rayons en sortie vont quasiment être superposés parce que l'angle de déviation ne bouge quasiment pas. Et là, vous avez votre phénomène de caustique. Vous avez vos superpositions lumineuses, et donc on voit plus de lumière. Alors, ben c'est à toi. Donc on va faire une petite preuve moderne. Alors, on va vous faire une petite preuve. Donc R et D, c'est des fonctions de I. Et alors, si vous avez écouté... Le micro. Ah mince, excusez-moi. Et si vous avez écouté, vous vous rappelez le théorème de Lange-Centre de mon collègue. D de I, donc D étant une fonction qui dépend du I, égale 4 fois R, une fonction qui dépend du I, moins 2 fois I. D'accord ? Alors, pour ceux qui connaissent les dérivées, on expliquera tout à l'heure de façon un peu plus heuristique ce que c'est qu'une dérivée, mais là, on fait un vrai calcul pour les lycéens. Alors, on dérive. Donc, on dérive, ça, c'est pas compliqué. Ça fait d'I égale 4 fois R' de I moins 2. Le titi, c'est comme si vous avez un X. Donc, le X, quand il se dérive, il fait 1. Donc, voilà. Ah, ben super. Donc, d'I égale 4R' moins 2. Alors, ce que disait mon collègue, alors, soit vous le savez, soit je vous le dis, pour chercher un extrémum, pour chercher, donc, ici, ce qui nous intéresse, c'est un maximum. Un extrémum, c'est un maximum ou un minimum. Là, ce qui nous intéresse, c'est un maximum. Donc, pour chercher ce qu'on appelle un extrémum et ici un maximum, il faut que la dérivée, elle s'annule. Donc, on regarde les i où la dérivée, elle s'annule. Donc, on va l'appeler i0. Donc, on regarde quand est-ce que d' en i0 égale 0. Donc, si on regarde la ligne juste précédente, on voit que R'I0 égale 2 quarts. Donc, 2 quarts, c'est 1 demi. Maintenant, on utilise la formule de Snell-Descartes, qu'on vous a rappelé tout à l'heure. Sinus i égale n sinus R. D'accord ? Donc, faites attention, c'est R de i, en fait. Et pareil, on la redérive. Donc, vous connaissez très bien vos formules de dérivée de sinus et de cosinus. Donc la dérivée de sinus, ça donne un cosinus. Attention, comme c'est sinus de R, ça veut dire que c'est une dérivée alors composée, si je dis un gros mot. Sinon, c'est sinus U. Vous connaissez peut-être plutôt la formule de sinus U égale U' cos U. Donc ici, c'est pas U', c'est R. Donc ça fait R'I cosinus RI. D'accord ? Donc là, j'avais laissé tomber mon extrémum. Je le rattrape en cours de route, je l'applique en I0. Donc quand je l'applique en I0, cosinus, je remplace juste le I par I0, sauf que le R' I0, on sait ce que c'est, ça fait 1 demi. Donc ça fait n sur 2 cosinus RI0. Donc le 2, je le passe de l'autre côté, ça fait 2 cosinus I égale n cosinus R, j'élève au carré. Pourquoi est-ce qu'on élève au carré ? Parce qu'il y a une relation entre les cosinus et les sinus. Et que là, on est un petit peu bloqué parce qu'on a du cosinus I à gauche et du cosinus R à droite. D'accord ? On voudra avoir les mêmes angles de chaque côté. Donc on utilise la relation qui relie cosinus et sinus, donc cos carré plus sinus carré égale 1. On reporte, donc dans la ligne précédente, le cos carré, ça donne 1 moins sinus carré. On fait le calcul, on utilise Snell-Descartes, on obtient maintenant que des sinus carré i. Donc on a une formule où on a juste du sinus carré i. Donc on passe les sinus carré i d'un côté, les 4 moins n carré, les 3 de l'autre côté, et on obtient un sinus carré i0 égale 4 moins n2 sur 3. Donc finalement, on peut prendre pour une valeur de n, on obtient le i0 qui correspond. Alors là, c'était pour faire un petit peu des calculs, pour vous rappeler qu'est-ce que c'est qu'un extrémum, une dérivée composée. Pour ceux qui sont peut-être un petit peu dans des études supérieures, vous pourrez la refaire, exercice pour demain, avec le arc sinus, arc cosinus. Voilà. Alors, revenons à des choses peut-être plus géométriques. Donc, on va finir maintenant. Donc, là, jusqu'à présent, on a vu des dessins où c'était des cercles. Mais on n'oublie pas qu'une goutte, c'est une sphère. Donc, le point de vue qu'on a vu sur le cercle, il faut le voir maintenant en 3 dimensions. Donc, quand vous fixez un angle d'incidence, ici, je fixe un certain angle d'incidence, en fait, tous les rayons qui ont le même angle et qui arrivent sur la sphère forment un cylindre. C'est pour ça que j'ai dessiné ici un cylindre. Et maintenant, l'opération qu'on a vue de réfraction, trajet du rayon lumineux et rayon émis, doit être vue en 3 dimensions. Donc ce que vous allez obtenir, c'est un cône. C'est un cône, donc ça c'est le cône d'émission
fait par la goutte. Et c'est un cône qui est dirigé par l'axe, par la direction des rayons incidents, ici. Et l'angle du cône, c'est précisément l'angle de déviation. Donc chaque goutte va émettre un cône caustique de surluminosité. Donc ça, c'est une première chose à voir. Et évidemment, si en entrée, vous avez une superposition de rayons lumineux de couleurs différentes, en sortie, vous allez avoir des cônes différents. Toujours cette idée de séparation de la lumière. Alors là, j'ai indiqué les angles, différents angles des cônes. Voilà, donc chaque goutte émet des cônes lumineux. Et maintenant, il nous reste à comprendre pourquoi on voit un arc de cercle. Alors, donc l'idée est la suivante. Vous avez ici, alors, il faut que vous imaginiez, là j'ai mis des pointillés, il faut que vous imaginiez un mur d'eau. Là, il pleut. Et là, vous avez l'observateur qui est chez lui en train de regarder le mur d'eau. Et vous avez des rayons lumineux qui arrivent, qui sont tous parallèles. Et chaque goutte émet un cône de lumière. Bon, ça c'est ce qu'on a compris. Alors maintenant, l'observateur se dit « Oh, c'est joli, je vois un arc-en-ciel ». Donc, s'il voit un arc-en-ciel, c'est qu'il intercepte des rayons. Okay, donc, il intercepte des rayons issus des cônes. Alors là, vous avez un théorème du collège, théorème des angles alternes internes, où si je suis ici et que j'intercepte ce rayon fait un angle, l'angle vert avec la direction incidente, ici. Si je regarde la même direction qui passe par mon œil, théorème des angles alternes internes, l'angle est conservé. Cet angle-là est égal à cet angle-là. Par conséquent, l'individu ici a un cône de lumière qui s'échappe de son œil et qui a pour angle l'angle de déviation qui est là. Maintenant, quand vous prenez un cône qui intersecte un plan, vous obtenez un cercle. Vous obtenez un cercle global, donc il est dessiné, sauf que le centre du cercle, en général, est dans le sol. Donc ce que vous voyez, c'est que la partie qui est au-dessus du sol de l'arc-en-ciel. C'est pour ça que vous obtenez cet arc-là. Voilà, donc ça, c'est ce qui vous explique, c'est un modèle mathématique pour vous expliquer d'où vient l'arc, pourquoi on a un arc de cercle. Voilà, alors quelques conséquences, je t'en prie. Merci. Alors donc, on peut répondre aux questions qu'on s'était posées dans les premiers transparents. Donc le fait qu'on ne peut pas avoir d'arc-en-ciel de l'autre côté du mur d'eau, que si on se déplace, l'arc bouge avec l'observateur, donc c'est pour ça que deux personnes ne voient pas le même arc. Alors malheureusement, d'accord, vous êtes déçus, on ne peut pas marcher vers le pied de l'arc. Et alors on va voir si vous avez suivi, si vous avez compris. On ne peut pas voir d'arc-en-ciel en entier, sauf... Voilà, exactement. Donc, sauf depuis un avion. Donc, c'est possible. Voilà, donc maintenant, je vais vous expliquer d'où vient le deuxième arc. Donc, jusqu'à présent, on a regardé des rayons qui sortaient après une réflexion. En fait, si vous continuez à faire le chemin, donc là, vous avez un rayon incident, vous supposez qu'il fait deux réflexions et ensuite, il sort. Et ça, c'est le type de rayon qui va donner le deuxième arc. Et naturellement, vous avez plus de contraintes. Donc, qui dit plus de contraintes, dit moins de rayons. Qui dit moins de rayons, dit moins d'intensité lumineuse. C'est pour ça que le deuxième arc, on le voit moins. Il apparaît moins lumineux. Alors, là encore, on a fait une petite manip, mais on ne va peut-être pas vous la montrer. Je vais continuer. Cet angle de déviation ici, qui est l'angle fait par le rayon incident et le rayon émis, ici, cet angle de déviation dépend évidemment de la position du point. Ça, on l'a vu tout à l'heure, mais à la différence du maximum réalisé par le premier angle de déviation, celui-ci va réaliser un minimum. Bon, c'est comme ça. Donc, il réalise un minimum, et là encore, quand vous avez un minimum, les choses bougent très peu. Donc, imaginez que vous êtes dans une cuvette. Là, c'est pareil, quand vous vous déplacez, vous ne bougez pas en altitude. D'accord ? Là, c'est pareil. Quand vous êtes autour du minimum de cette fonction, quand vous vous déplacez un tout petit peu, cet angle ne va pas bouger et du coup, les rayons émis vont se superposer. Donc, on a à nouveau ce phénomène de caustique. Alors, il reste à comprendre une dernière chose, c'est la bande sombre qui est ici. Donc là, vous avez surluminosité. Là, vous avez surluminosité. Et puis ici, c'est assez lugubre. Alors, il faut comprendre ça.
Et donc une des manières de l'expliquer, c'est la chose suivante, c'est que les rayons qui devraient être ici, en fait, correspondent à des points d'impact qui sont entre ces deux points. Donc là, vous avez le minimum de déviation pour le premier arc, là pour le deuxième arc. Et ici, si vous avez un rayon qui vient taper ici, eh bien, il va émettre autour de lui, dans un petit voisinage, les rayons émis ne vont pas se superposer, parce que là, les fonctions bougent énormément. Donc c'est pour ça que vous avez cette bande sombre. Elle est due à ça. Alors on va conclure par un dessin de Descartes. Donc Descartes dans les météores. Donc, les météores, c'est un appendice des discours de la méthode, du discours de la méthode, où il explique justement ce qu'il comprend de l'arc-en-ciel et il fait aussi des calculs. Donc là, il fait ce dessin-là. Donc vous avez le premier arc, le deuxième arc, et puis vous avez ici le schéma d'une goutte avec les trajets des rayons lumineux qui reprennent un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Et si on termine par un peu d'histoire, donc on commence à se poser des questions déjà très très tôt, hein, c'est ce qui est tout à fait normal. Fin du Moyen-Âge, on commence à avoir une identification des phénomènes physiques de manière indépendante. Puis au XVIIe, on commence à avoir des calculs de l'arc, donc faits par Descartes, Spinoza et Newton. Donc j'ai les œuvres sur mon ordinateur de ces trois personnes. Justement, on voit les calculs. Et à partir du 19e, on commence à prendre en compte la nature ondulatoire de la lumière. Et là, on peut commencer à faire un peu plus de physique. Voilà. Voilà. Donc on va passer à... On a le temps? Ouais, c'est bon. Encore 20 minutes. 20 minutes. Okay. Alors, donc, on voulait vous parler un petit peu de recherche, en quoi ça consiste. Alors, bon, la recherche en maths pour nous, mais la recherche dans d'autres matières, c'est un peu la même chose. Ça part de questions. Alors, on va voir tout à l'heure d'où viennent ces questions. Et la première chose à faire, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à la citation, où il faut faire ce qu'on appelle l'état de l'art. Donc l'état de l'art, c'est quoi? C'est faire ce qu'on appelle de la bibliographie. Donc c'est-à-dire aller voir si c'est pas déjà fait, si les questions qu'on se pose n'ont pas été déjà résolues. Et ça pose plein de questions, parce que est-ce qu'elles ont déjà été résolues avec des hypothèses? Est-ce qu'on peut les simplifier? Est-ce qu'on peut enlever ces hypothèses? Est-ce que c'est tout le temps vrai? Voilà. Donc il y a une grosse bibliographie. Donc c'est ce que je vous disais, hein, c'est lisez et posez-vous des questions. Donc ça, la recherche, c'est ça déjà, c'est se poser des questions, lire des articles, aller à des séminaires, à des exposés, pour voir qu'est-ce qui reste à faire. Quand on a a priori répondu plus ou moins à ces questions, en rajoutant peut-être des hypothèses, d'autres questions, en faisant aussi du numérique, des simulations sur ordinateur, il y a une grosse partie rédaction. C'est loin d'être négligeable et ça peut être assez long, parce que des fois, quand on commence à expliquer aux gens, à l'écrire, on se rend compte que voilà, les idées, c'est pas si simple que ça. Donc la partie rédaction, elle peut être longue, et il peut y avoir des allers-retours. Alors ça veut dire quoi, des allers-retours? Ça veut dire que la recherche, elle se fait rarement tout seul. Et quand on rédige, on peut ne pas être d'accord sur la façon de l'écrire, dans quel ordre on le met, est-ce que c'est un théorème, une proposition, est-ce que c'est simple, est-ce que c'est pas simple. Et il y a des personnes qui relisent ces articles et puis qui peuvent nous dire c'est faux ou c'est pas assez expliqué. Donc c'est pour ça que hop, ça peut revenir à des questions où ils peuvent nous dire ça a déjà été fait. Donc hop, on refait de l'état de l'art. Donc c'est pour ça qu'il y a des flèches. Alors on n'en a pas mis partout parce que ça aurait fait beaucoup, mais c'est lié. Hein. C'est pas parce qu'on a rédigé, c'est pas parce qu'on a répondu à une question que c'est fini. Alors il y a la partie exposée aussi. Et de retour, rebelote, en fonction des questions qu'on peut avoir lors d'exposés, ça peut nous faire appel à d'autres questions, ça peut nous faire appel à d'autres articles, à des revues, à des choses qu'on n'aurait pas pensées, et puis peut-être à des relations avec d'autres, si c'est des matheux, avec des physiciens ou avec des biologistes aussi, qui peuvent nous donner d'autres idées de choses à faire. Voilà, donc... Et alors les sources de questions, c'est lesquelles? Alors évidemment, c'est les questions entre personnes de la même discipline. Et puis maintenant, ça ouvre encore des champs
plus important. Vous avez l'habitude, souvent vous nous posez la question à quoi ça sert la recherche en maths. Alors ça sert en physique, ça sert en chimie, et puis maintenant ça sert énormément en biologie, en cancérologie par exemple, c'est-à-dire la multiplication des cellules cancéreuses. Et ben vous aviez eu un exposé il y a quelque temps sur la dynamique des populations. Et ben malheureusement les cellules cancéreuses qui se développent, elles suivent des équations mathématiques. Donc on les résout pas forcément, mais on peut un peu anticiper et dire comment ces cellules peuvent se développer par exemple. D'accord ? Donc ça change peut-être des applications de physique que vous connaissez. Et puis ça se développe énormément en économie maintenant, puisque je ne dis pas qu'on va prédire les crises, mais voilà, vous savez déjà les probabilités, les statistiques, que ça peut aider, mais c'est des mathématiques à part entière avec des théorèmes. Donc c'est pour ça qu'on a remis des flèches. Donc on a remis des flèches sur les observations, ce qu'on appelle la modélisation. C'est-à-dire on a un problème un peu plus physique ou chimique ou biologique, et puis il faut le mettre sous forme d'équation. On nous pose une question, comme là l'arc-en-ciel. Pourquoi est-ce qu'on voit un arc, deux arcs ? Il faut maintenant le traduire sous forme d'équation. Le traduire donc ici sous forme de sinus, d'angle, de cosinus, donc de théorème d'angle inscrit. Dans quel type de mathématiques et comment est-ce qu'on va pouvoir le résoudre? Qu'est-ce qu'on va utiliser comme mathématiques et puis comme théorème, comme idée. Donc c'est ce qu'on appelle la modélisation qui nous permet de poser le problème. C'est aussi, ça peut être long, hein, ça peut être long de se dire comment est-ce qu'on va s'y prendre, comment est-ce qu'on va le résoudre. Donc c'est pour ça que maintenant le numérique peut nous aider, parce qu'on peut de temps en temps rentrer des équations dans les ordinateurs, essayer de modéliser ces équations sur l'ordinateur et qui va nous donner une idée de ce qui peut se produire. Est-ce que ça va, pour des mots peut-être que certains connaissent, est-ce que ça va converger, est-ce que ça va diverger, est-ce que ça va donner une limite? Je ne dis pas que ça nous démontre la chose, mais ça nous aide à des fois savoir si on cherche une solution ou si on n'en cherche pas. Est-ce qu'on cherche une solution ou deux? D'accord? Est-ce qu'on cherche l'unicité ou est-ce qu'on cherche plutôt une solution, et même est-ce que c'est la bonne solution? C'est-à-dire on peut rentrer une hypothèse, on peut rentrer des conditions initiales, si par exemple c'est une équation différentielle, et puis en fonction de la condition initiale qu'on a posée, vous savez que vous n'allez pas obtenir forcément la même solution et le même comportement. D'accord? Donc les ordinateurs peuvent nous aider à montrer un petit peu ceci. Et alors des questions plus générales, alors c'est vraiment en rouge, c'est est-ce que j'ai compris ce que je lis et ce que j'écoute? Alors on insiste là-dessus parce que c'est ce qu'on vous disait au niveau de la rédaction, c'est pas facile, on croit avoir compris, mais quand on se met à le rédiger, c'est pas forcément très clair. On croit avoir compris, et puis quand on se met à l'expliquer, c'est pas forcément très clair non plus. Et pareil entre vous, entre collégiens, lycéens, ou même quand vous rentrez chez vous en famille, que vous voulez en parler. Est-ce que vous êtes capable ce soir, est-ce que vous serez capable d'expliquer à vos parents, par exemple, ou à vos enfants, ce que vous avez compris aujourd'hui? Vous croirez avoir compris, vous serez capable de le refaire, et est-ce que ça sera bien vrai? D'accord? Donc c'est important des fois de se poser, d'attendre un petit peu, puis de se dire est-ce que j'ai bien compris ce cours? Et il ne suffit pas de le lire pour l'avoir compris. D'accord? Donc on insiste là-dessus sur le fait c'est bon, je sais faire, j'ai tout résolu, je vais avoir 20, et puis en fait non. Alors comprendre les contours, les limites d'une théorie existante, donc chercher des exemples aux définitions, quelles sont les définitions aussi, simplifier des preuves existantes, donc c'est ce qu'on essaie de faire. Existe-t-il des réciproques aux énoncés? Alors on a parlé beaucoup de trigonométrie, donc par exemple c'est Thalès, hein, c'est la réciproque de Thalès. Si le triangle est rectangle, on a ça, mais si on a ça, est-ce qu'on a bien un triangle rectangle? D'accord, donc c'est ça les réciproques. Est-ce qu'il y a des contre-exemples? Est-ce qu'il y a des hypothèses? Est-ce qu'on peut enlever ces hypothèses? Donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Est-ce qu'on peut généraliser une théorie? Par exemple, est-ce que c'est vrai, si c'est vrai dans l'air, est-ce que c'est vrai dans l'eau? Par exemple, ce genre de questions. Et puis la rédaction, pareil, la rédaction, est-ce qu'on choisit une revue mathématique? Est-ce qu'on choisit une revue de vulgarisation? Est-ce que c'est assez intéressant pour le publier? Est-ce que c'est compréhensible, lisible? Est-ce qu'on a bien expliqué? Est-ce qu'on n'a pas été trop long? Est-ce qu'on a bien été concis? Donc c'est beaucoup de questions qui
qui sont vraies en recherche, mais qui, je pense, dans la vie courante, sont aussi des questions que tout le monde doit se poser. Alors, donc en particulier, si on applique ce qui vient d'être dit à tout ce qu'on a vu, il y a plein de questions qui sont naturelles. Donc la première, c'est celle que j'ai évoquée tout à l'heure, quel est le lien entre l'acoustique et le contour? Quel type de singularité on peut obtenir si on prend un contour quelconque? La deuxième, c'est de savoir si les gouttes sont vraiment bien rondes, et si jamais elles ne le sont pas, en quoi tout ce qu'on a fait ne marche plus. Ça, c'est aussi une question naturelle. Est-ce que la taille des gouttes importe? Alors là, il y a aussi un problème statistique. Est-ce que dans un nuage de pluie, toutes les gouttes ont la même taille? Est-ce que la taille importe ou pas? Ça, c'est les questions. Alors quand vous regardez vraiment de jolies photos, vous voyez que les arcs se décorent d'un certain nombre d'arcs supplémentaires qu'on appelle les surnuméraires. Donc ça, c'est plutôt lié aux propriétés d'interférence en optique. Alors une question que je me suis posée, que j'ai posée à mes collègues physiciens, quel est l'impact de la pollution? Autrement dit, si vous avez devant vous un ciel très pollué, alors les gouttes d'eau vont être polluées, sûrement. Quel est l'impact sur tout ce qu'on a dit? A priori, il n'y aurait pas trop d'impact. Bon, ça reste à... Moi, je ne suis pas physicien. Il y a aussi quand j'ai préparé l'exposé, je me suis aussi demandé quel était le pourcentage entre l'onde réfléchie et l'onde réfractée. Parce qu'on dit, bon, ok, notre rayon arrive, il a le choix, soit il se réfracte, soit il se réfléchit. Mais quel est le pourcentage? Donc ça, c'est aussi une question naturelle. Autre question, comment peut-on prédire l'apparition d'un arc-en-ciel? C'est-à-dire, il pleut, est-ce qu'on peut dire, bon, c'est bon, on a toutes les dispositions pour qu'il y ait un endroit où on va voir un arc-en-ciel? Est-ce qu'on est capable de dire ça? Bon, dans quelles conditions on peut voir plus d'arcs? Donc ça veut dire plus de réflexion dans la goutte. Quelle est la durée d'un arc-en-ciel? Et aussi, là on vous a donné des lois. A priori ça peut être empirique, mais est-ce qu'on a un formalisme qui permet de les démontrer? Donc ça, c'est toute la théorie de l'électromagnétisme. Et c'est pour ça qu'on en vient à étudier la nature ondulatoire de la lumière. Ça commence par ça. Alors, parce qu'en fait, on va se poser la question maintenant, comment se déplace la lumière, d'accord? Est-ce que ça a vraiment mis du temps à avoir la réponse, et les mathématiciens, physiciens, dans les siècles précédents, n'étaient pas d'accord entre eux à aboutir à ce qu'on va dire. Donc la lumière, c'est une onde, d'accord? Donc ça se déplace comme le son, sous forme de sinusoïde, d'accord, ou de cosinus. Ça va se déplacer comme ça. Donc ça a été long. Donc les différents mathématiciens qui se sont posé la question, qui ont travaillé dessus, c'est Newton, donc qui étudie la dispersion de la lumière, donc pour le prisme, et la déviation, qui dit que la déviation, elle dépend bien de la couleur et de la lumière. Donc ça, c'est ce qu'on a répété plusieurs fois. Il y a Huygens qui interprète ces observations, puisqu'au départ, c'est ce qu'on vous dit, c'est basé que sur des observations, il n'y a pas de résultat. Et lui, il interprète en disant la lumière, elle se propage sous forme d'onde. Mais vous allez voir dans la solution finale qu'en fait, c'est pas flagrant que c'est une onde. C'est pas parce que quand on va voir la solution qu'on voit que c'est une onde. Et donc Wing, lui, il met en évidence ces phénomènes de diffraction et d'interférence lumineuse, et donc il montre le caractère vraiment ondulatoire de la lumière. Donc ça a été, vous pouvez regarder vos livres de physique, pas de maths, mais de physique, où c'est bien expliqué tout ceci. Alors qu'est-ce que c'est que ces ondes? On peut voir les ondes sonores, on peut voir les ondes électromagnétiques, on peut voir les ondes donc, de la lumière. Il y a trois types. Il y a les ondes sonores dans l'air, donc les ondes acoustiques. Il y a les ondes élastiques ou de surface, et les ondes dans les fils électromagnétiques. Alors ça doit vous parler, les portables, ça en fait partie. Ça en fait partie aussi, je suis sûre qu'il y a des musiciens dans la salle. Donc quand vous jouez de la guitare par exemple ou du violon, vous voyez la déformation de la corde, c'est l'exemple qu'on va vous donner tout à l'heure. Donc c'est qu'on voit des ondes aussi, pour tout le monde, vous avez toujours jeté un caillou, enfin souvent j'imagine, vous avez jeté des cailloux dans l'eau, et vous voyez autour de votre caillou les ondes, d'accord? Vous voyez les ondes apparaître, donc c'est aussi des ondes. Évidemment, les ondes sismiques, on va parler de la lumière, donc c'est un paquet d'ondes, et puis les ondes de la vie courante, le micro-ondes, le radar, la radio, etc., tout ce qui nous entoure maintenant. Alors la différence entre les ondes, donc on a dit qu'il y avait plusieurs types d'ondes. Il y a les ondes mécaniques, donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure sur les vagues. Donc par exemple, vous voyez bien les vagues apparaître et vous voyez cet aspect sinusoïde des vagues, d'accord?
Donc là, vous comprenez pourquoi je vous parle d'ondes au niveau des vagues. Mais elles se déplacent pas, elles peuvent ne pas se déplacer de la même façon, en fonction si vous êtes dans l'eau, si vous êtes, si vous êtes dans l'eau ou dans l'air. Alors par exemple, les ondes sonores, elles ne se déplacent pas dans le vide. Alors vous n'avez pas dû faire souvent l'exemple du portable parce que vous le gardez dans vos poches. Mais si vous le mettez sous une cloche, dans le vide, d'accord, vous n'entendrez plus votre portable. Et les profs seront bien contents. En revanche, les ondes électromagnétiques, elles, dans le vide, elles peuvent se déplacer puisque la lumière du soleil sur la Terre, on la voit. Donc dans le vide, la lumière se déplace. Et puis pareil dans la matière, puisque le soleil, à travers une vitre, il passe aussi. D'accord ? Donc il faut voir, là, il y a différents types d'ondes. Alors pourquoi est-ce que la lumière, c'est une onde ? Il y a des expériences qui peuvent le prouver. Alors cette expérience, elle est, alors je vous l'explique, vous prenez un laser, donc il est de façon rectiligne, d'accord, vous le mettez de façon rectiligne, devant vous mettez une plaque avec des trous circulaires, plus ou moins gros, plus ou moins de diamètre, plus ou moins large, et au bout, vous mettez une nouvelle plaque et vous regardez ce qui se passe. Et en fait, votre lumière, elle ne se propage pas de façon rectiligne, c'est-à-dire au bout, là, sur votre carton, vous n'allez pas voir juste un point, vous allez voir ces différents, donc sur la première photo, ces différents cercles, ces différentes bandes, d'accord ? Donc une bande de lumière et une bande sombre. Et en fait, vous voyez que plus le trou, alors c'est le contraire, plus le trou est petit, plus vos cercles à l'arrivée seront grands, d'accord ? Et après, vous voyez le diamètre de la tache centrale, donc ce diamètre qui augmente au contraire, proportionnellement, inversement proportionnel au trou, d'accord, parce que plus le trou est petit, plus le diamètre va grandir. Donc, ce qui est montré sur la deuxième photo. Et donc là, vous voyez apparaître les ondes. Donc, c'est une façon de dire que la lumière, c'est une onde, ça se propage comme une onde, c'est pas rectiligne. Donc voilà, donc c'est ce qu'on réexplique dans ce transparent en vous montrant la propagation d'une onde. Donc c'est ce que je vous disais d'une forme sinusoïde. C'est par exemple l'histoire de la corde, d'accord ? Quand vous accrochez une corde sur un mur, si le personnage au bout de la corde il se met à bouger la corde, vous voyez que la corde, pareil, elle va se déplacer un petit peu sous cette forme de cette sinusoïde, d'accord ? Sous cette forme-là. Donc la célérité, c'est le petit c qu'on a vu il y a déjà bien avant. Donc c'est ce que je vous avais dit, c'est une vitesse de référence. Donc le c, c'est la vitesse de la lumière dans le vide. Donc il fait à peu près 300 000 km par seconde. Donc pour vous donner une idée, alors on n'était pas d'accord. Donc finalement, pour faire plaisir à Michel, on a choisi Nice, pas Paris. Donc voilà. Et après, on vous a mis plusieurs vitesses en fonction, puisque ça va dépendre évidemment du milieu de propagation. Donc si vous êtes dans l'eau, si vous êtes dans l'air, et puis évidemment du signal. Si c'est du son ou de la lumière, vous n'aurez pas la même vitesse. Alors l'équation des ondes, puisque dans le plan vous avez parlé d'équation des ondes. Donc les quantités physiques qui interviennent dans la plupart des équations, c'est le temps et puis une dimension d'espace. Alors évidemment, quand on parle de la corde ou qu'on parle d'une guitare, on va dire, si on regarde la corde d'une guitare, on va se placer juste en dimension 1, donc il y a juste le x qui va apparaître. D'accord ? Évidemment, si on se place dans l'espace, il y aura 3 dimensions, donc c'est-à-dire x, y et z. Donc c'est pour ça que la fonction, donc on a choisi petit u, l'appelée petit u, elle dépend de t, x, y, z. Et c'est pour ça qu'on fait apparaître, alors non plus que des dérivés, mais ce qu'on appelle des dérivés partiels. D'accord ? Donc les dérivés qui ne dépendent que d'une fonction, le petit u', quand la fonction elle dépend de plusieurs variables, le petit prime il se reporte à quoi ? On dérive par rapport au temps ou par rapport à l'espace. Donc si c'est par rapport au temps, on met un indice en dessous t. Si c'est par rapport à l'espace, on met un petit x. Et puis on peut dériver une fois, 2 fois, plusieurs fois. Donc la vitesse, la dérivée, vous avez l'habitude pour la vitesse, mais ça peut être pour un débit, hein, d'accord ? Quand vous ouvrez votre robinet et que l'eau sort de votre robinet, c'est aussi une vitesse, sauf que cette fois, ça va dépendre de la quantité d'eau. D'accord ? Ça n'a pas forcément le temps ou l'espace. Ici, c'est le temps ou l'espace. Alors, si on se place en dimension plus grande, c'est ce qu'on appelle le Laplacien U. Donc là, vous n'êtes pas obligé de retenir tout ça, mais c'est pour, si vous allez
en physique, en maths, vous verrez apparaître ce genre de notation. Alors, on reprend l'exemple. Alors, c'est la même chose, mais c'est plus concret. Hein. La lumière, les ondes, c'est les mêmes équations. Ici, on prend l'exemple de la guitare, parce que c'est peut-être plus parlant pour vous, mais c'est exactement, ça sera les mêmes équations. D'accord ? Elles seront pareilles. Ça sera la même forme. Donc ici, votre U, c'est déplacement, et on dit que, alors je ne suis pas guitariste, on suppose, donc ça fait partie des recherches, hein, c'est ce qu'on vous expliquait tout à l'heure, c'est qu'il y a toujours des hypothèses. Donc là, par exemple, on suppose que ça se déplace que verticalement, c'est-à-dire que quand vous tirez sur la corde, vous allez vraiment la tirer que dans une seule dimension, d'accord, que perpendiculairement. Donc c'est pour ça que j'ai mis l'hypothèse en bleu. Et donc l'accélération, si on dérive deux fois, c'est plus une vitesse, c'est une accélération. Elle satisfait cette équation qu'on appelle l'équation des ondes. Donc la dérivée seconde de U égale C au carré, la dérivée seconde de U par rapport à X. Je laisse faire. Voilà, donc là on a vu des exemples d'équations. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que les mathématiques, c'est avant tout un langage qui est particulièrement adapté pour notre cerveau, et que quand on fait de la modélisation, on passe notre temps à prendre un problème concret et à le mettre en équation. Donc là, vous avez une mise en équation hein, pour le déplacement de la corde d'une guitare, mais la majorité des problèmes que vous observez qui sont de nature technique sont toujours mis en équation. Simplement, vous, quand vous êtes utilisateur, vous oubliez simplement qu'il y a des équations, vous utilisez simplement le produit. Donc là, on vous a listé un certain nombre de questions. Où se trouve une planète dans le ciel? Donc maintenant, on a des équations, on sait les résoudre, on sait prédire. Donc on sait prédire des éclipses depuis très très longtemps. Mais ça vous donne un exemple d'utilisation des mathématiques dans la vie courante. Donc on a donné des exemples, le mouvement d'une planète, notre position sur la Terre en utilisant le GPS, la résistance d'un bouclier thermique sur une navette spatiale, de la modélisation météorologique. Il y a énormément de calculs qui travaillent tous les jours pour savoir quel temps il fera demain, pour tout le monde, avec plus ou moins de précision. L'évolution du climat, là on en est en plein dedans avec la COP21. Et puis, il y a énormément de géométrie dans tout ce qui est imagerie médicale. Donc énormément de géométrie, énormément d'analyse pour faire ce genre de choses. Voilà. Alors donc, maintenant, qu'est-ce qu'on appelle résoudre? Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a énormément d'équations et en général, on ne sait pas les résoudre. Alors, du coup, il faut savoir ce qu'on entend par résoudre. Est-ce qu'on veut une formule exacte ou est-ce qu'on veut une approximation et est-ce qu'on veut contrôler justement l'erreur de l'approximation? Donc, quand vous êtes physicien ou chimiste, vous ne voulez pas forcément la formule exacte pour une raison simple, c'est que déjà les données que vous avez sont déjà contaminées avec des erreurs. Il y a des incertitudes, donc avoir une formule exacte par rapport à quelque chose qui a déjà de l'erreur, ce n'est pas forcément génial. Ce que vous voulez, c'est, voilà, je sais quantifier l'erreur, j'ai une estimation de la solution à une erreur près qui est corrélée avec l'erreur que j'avais déjà sur les données. Donc il y a plusieurs sens à résoudre, donc ça peut être une formule ou maîtriser, comme je viens de dire, le point de vue exact ou approcher. Ça peut être parfois simplement d'avoir une existence. Alors évidemment, quand vous êtes physicien ou vous faites des sciences de l'ingénieur, vous avez un phénomène qui se passe devant vous, donc vous avez existence. Le phénomène existe. La question, c'est de savoir mathématiquement, est-ce que vous êtes capable de donner un cadre dans lequel vous comprenez l'existence. Donc ça peut être ça. Ça peut aussi être l'unicité. Donc très souvent, quand on travaille pour des physiciens, on a plusieurs solutions. Et les physiciens nous disent, non mais si on a ce type de solution-là, physiquement c'est impossible, donc ça ne nous intéresse pas. Donc il y a du travail sur l'unicité. Puis après, il y a des fois aussi on sait qu'on a existence, donc ça arrive, mais ce qui nous intéresse, c'est surtout les propriétés. Donc on parle souvent de propriétés qualitatives. Donc il y a toute une étude qualitative qui consiste, par exemple, quand vous étudiez deux espèces qui coexistent, en général, vous n'êtes pas capable de donner les solutions en fonction du temps, du nombre d'espèces. Par contre, vous êtes capable de dire si l'évolution va être périodique, s'il y a une espèce qui va s'éteindre en temps fini, ou si les deux espèces vont coexister. Donc mathématiquement, vous êtes capable, peut-être pas forcément de donner une formule sur les nombres d'individus, mais par contre, vous êtes capable de comprendre les propriétés des formules que vous ne savez pas expliquer. Enfin, il y a une autre manière on revient ici, une autre manière de résoudre des équations, c'est de faire du calcul numérique.
et d'étudier justement, comme je disais, les problèmes d'incertitude. Voilà. Je te laisse finir. Alors, on revient à la... C'est bon ? On revient à cette théorie des ondes et à tout l'historique qui disait que la lumière, c'était une onde. Et je vous ai dit tout à l'heure, c'était pas évident. Pourquoi? Parce que finalement, la solution de l'équation des ondes, donc on a vu tout à l'heure, eh ben, elle s'écrit, donc c'est le théorème de d'Alembert, comme la superposition de deux fonctions, donc f et g étant deux fonctions quelconques. La seule chose qui change, c'est que c'est f de x moins ct plus l'autre fonction qui s'écrit sous la forme x plus ct. Donc en fait, cette solution u, c'est la solution de l'équation des ondes. D'accord? Et je vous ai dit que ça satisfaisait les ondes qui sont sous forme sinusoïde. D'accord? Alors pourquoi? D'où ça vient? Ça vient si on résout cette équation, dès que c'est le bouquet final, vous savez, ça manque un peu de couleur, mais bon. En fait, c'est ce qu'on appelle la séparation des variables. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire, qui se fait, hein, même en recherche, quand on est bloqué. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce qu'il y a solution? Eh bien, comment est-ce qu'on peut trouver une solution? On peut se dire, la fonction, elle dépend, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, de deux variables. Elle peut dépendre de plusieurs, mais on va supposer qu'elle dépend de deux variables, de t et de x. Et on suppose que cette fonction, elle est séparée. C'est-à-dire, il y en a une qui dépend de t, fois une autre qui dépend que de x. Donc là, ça devient plus simple, parce que quand on les dérive, et bien là, maintenant, on revoit nos petits primes. D'accord? Puisque ça dépend plus que d'une variable, on peut remettre des dérivés au lieu de mes dérivés partiels dont je parlais tout à l'heure. Donc, c'est-à-dire v de t, quand je le dérive, une fois, deux fois, ça fait des v', ça fait des v secondes. Et puis pareil pour w, quand je le dérive une fois, deux fois, ça fait w', deux fois w secondes. Et donc quand je le remets dans l'équation des ondes, j'obtiens v seconde w égale c au carré v fois w seconde. Donc c'est des produits de fonctions qui ne dépendent que d'une variable. Et l'intérêt, c'est que je mets tous les v d'un côté, tous les w de l'autre. Bon, le c, je choisis, gauche ou droite, ça n'a aucune importance. Et je me retrouve avec v seconde sur v, mais ce qui est important, c'est que c'est une fonction qui ne dépend que de t, égale, donc ce c carré, w seconde sur w, qui n'est qu'une fonction qui dépend que de x. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'à gauche, j'ai une fonction qui ne dépend que de t, et à droite, j'ai une fonction qui dépend que de x. Donc ça paraît bizarre, est-ce que c'est possible? Ben oui, ça veut dire que c'est une constante. On ne peut pas dépendre de deux variables séparément, donc c'est une constante. Et donc, au lieu de parler d'EDP, au lieu de parler de fonctions qui dépendent de deux variables, de t et de x, et puis pas forcément savoir les résoudre, eh ben on se ramène à ce qu'on appelle des équations différentielles ordinaires, c'est-à-dire qui dépendent que d'une seule variable, v seconde égale k fois v. Alors, et w seconde égale une autre constante fois w. Et ça, on sait résoudre. Et si on résout, alors bon, tant pis, je ne vous l'ai pas fait. Si on le résout, non, j'ai pas voulu, j'ai vraiment pas voulu. Si on le résout, eh ben on retrouve les sinus et les cosinus. Voilà. Voilà, donc on va terminer par quelques références. Donc déjà, vous avez 3 sources de vulgarisation qui sont extrêmement bien faites. Donc l'année dernière, il y avait un programme qui s'appelait Mathématiques de la planète Terre. Donc on vous conseille d'aller sur ce site et chaque jour il y avait une application des mathématiques dans la vie réelle. Ça s'appelait Bref de maths. Donc c'est les deux sites qui sont ici et donc on vous conseille vivement d'aller les regarder. Et ensuite il y a un site qui s'appelle Images des mathématiques. Donc Images des mathématiques, c'est une revue en ligne faite par le CNRS, une revue qui est destinée à la vulgarisation. Donc les chercheurs, les enseignants-chercheurs, les profs de prépa peuvent proposer des articles de vulgarisation au comité éditorial de cette revue en ligne. Et chaque jour, vous avez des articles qui sont censés vous expliquer à quoi servent les maths dans la vie quotidienne, de manière tout à fait élémentaire. Et ces articles sont balisés comme pour les pistes de ski. Donc vous avez piste verte, c'est pour les gens qui n'ont jamais fait de mathématiques. Piste bleue, piste rouge, c'est pour les lycéens qui sont par exemple dans les filières scientifiques. Et piste noire, ce sont pour les personnes qui sont déjà à l'université. Donc on vous conseille fortement d'aller voir ce site-là. Et on s'est beaucoup inspiré de ce site pour préparer l'exposé, notamment pour prendre certaines photos pour les caustiques, par exemple. Voilà. Et on va conclure avec notre propre citation qu'on voulait vous dire. Donc voilà, j'espère que vous avez compris que dans cet exposé, il faut se poser des questions.
Et surtout, il faut essayer d'y répondre. Il ne faut pas laisser de questions comme ça, dans le vide. Il faut essayer d'y répondre, déjà par soi-même. Déjà, ça permet d'avancer soi-même. Et si on n'arrive pas par soi-même, il faut faire des recherches. Il faut regarder sur Internet, il faut parler à des copains, des collègues. Et il ne faut pas les laisser sans réponse. Voilà. C'est un peu ce qui nous motive quand on fait de la recherche. Et voilà, on avait envie de vous dire ça pour terminer.